De retour à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Anne Boiteau. Et moi, Marc Lalonde. Et cette saison, nous célébrons le 105e anniversaire du Canada. 150e. 150e, pardon, anniversaire du Canada. Notre émission est la seule émission d'entretien bilingue au Canada qui est réalisée par Shaw Community Access TV en Alberta depuis 2012. Et ce soir, nous accueillons Michel Bouchard, qui est anthropologue et professeur titulaire à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique. C'est bien ça, Michel? C'est bien ça, merci. Bonsoir. Donc, Michel, on commence toujours par demander à nos invités de nous parler d'eux-mêmes un petit peu. Tu viens de quel endroit? Ah, bien, je viens de la région de Rivière-la-Paix. Pour être précis, on avait plus ou moins le homestead juste l'autre côté de Lac-Magloire. Puis j'étais à l'école, je dis toujours l'école routière à Falaire. Donc, j'ai grandi là, puis ma famille était francophone. Une grand-mère acadienne, le reste du Québec, puis un petit peu partout. OK, parce que Bouchard, ouais, c'était un peu plus québécois, ça. Oui. Mais quoi que mon père est né en Alberta, à Kathleen, mais lui, sa famille était originaire de Chicoutimi. OK. Mais tu disais que tu es quatrième génération ici en Alberta. Oui, parce que ma grand-mère est née à Rivière-Québec, puis sa famille, son père est venu, finalement, venait de l'Acadie. Avant le grand arrangement, ils ont été vivre au Québec. Ensuite, dans les années 1860, ils sont partis du Québec pour aller au Kansas. Puis en 1894, cette famille Como est remontée en Alberta pour aller à Rivière-Québec. Puis un jour, ma grand-mère a remonté encore plus dans le nord, rencontrer mon grand-père Robin. Puis le reste, bien, comme il dit, c'est un peu l'histoire. L'histoire de la famille. Oui. Sans doute. OK. Formidable. Et alors, ton éducation? Oui, bien, j'ai fait mon bac à l'Université de Toronto, maîtrise de l'Université Laval, doctorat à l'Université d'Alberta, avant de finalement, j'ai décroché un emploi permanent à UBC l'an 2000. Et ton domaine, c'est quoi? Bien, c'est l'anthropologie, mais ce qui m'intéresse, c'est... J'étudie à la fois les francophones d'Amérique du Nord, mais aussi des populations russophones, à la fois une population russe en Estonie, mais aussi des minorités ethniques à l'intérieur même de la Russie. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la nation, c'est quoi l'ethnicité, l'identité, et comment est-ce que les gens articulent plus ou moins leur appartenance par leur vécu. Ah, OK. Très intéressant. Et ils maintiennent leur culture à long terme, tout ça. Alors, il a fallu faire des visites, des voyages en Russe, c'est ça? Oui, bien, c'est ça que j'ai fait, par exemple. J'ai passé du temps en Russie. Parfois, c'est les petites choses plus ou moins qui fascinent l'anthropologue. Par exemple, je parlais à mon c'est pourquoi c'est plus ou moins votre terre natale? Je dis, c'est parce que mon cimetière ici, ma grand-mère est enterrée ici, ma mère était là. Puis je commençais à me dire, finalement, c'est peu étrange. Mais j'ai visité le cimetière, puis j'ai vu que c'était tellement très différent. Donc, le cimetière, les gens, ils vont aller au cimetière. Tu vas mettre des chaises, tu vas avoir un petit banc, tu vas aller manger au cimetière. Tu dois nourrir c'est comme un parc. Oui, c'est comme une forêt-parc. Puis les personnes, c'est très important, ça fait partie de leur culture. Puis de ne pas aller au cimetière visiter les personnes qu'on aimait, ce serait un peu comme dire que je ne suis pas tout à fait humain. Je suis pas... OK. Alors, ça fait partie de leur culture quotidienne de faire ça. C'est pas quelque chose qu'ils font une fois par année. Bien, il y a certaines dates. Absolument, c'est la date de la personne, la date de naissance, la date de la personne décédée. Il y a certains jours où c'est vu comme les meilleures journées. Puis même après la mort, c'est un petit peu différent. Ici, tu as 3 jours, l'enterrement, puis c'est tout. Mais chez une population russe, tu fais le 3 jours, 8 ou 9 jours. 40 jours après la mort, c'est très important. C'est pour se souvenir de la personne. Puis aussi, c'est la croyance de l'âme, à aller trouver, on espère, la bonne place. Puis ensuite, 1 an après la mort. Donc, il y a toute une série de dates où la famille et les amis doivent se réunir. Alors, c'est une culture aussi qui est étroitement liée avec les reines de cette... Ah, bien ça, c'est ça que j'ai continué. Donc, à partir des cimetières, j'ai été avec des étudiants et des étudiantes dans le Grand Nord. Puis là, on était une ville, la ville de Vorkuta, qui est au-delà, finalement, c'est plus ou moins du 60e parallèle. Pendant le mois de juillet, il y a le soleil et la lumière au cours de la journée. Tu vois pas la noirceur. Et ensuite, ce qu'on a fait, on était la ville de Vorkuta, on est assis
sur le char, genre de l'armée qui était reconverti pour ceux qui font l'élevage de rennes. Puis on est parti par la toundra aller visiter ces communautés qui vivent toujours dans le Nchoum. C'est plus ou moins le Nchoum, c'est un peu comme le tipi. Donc, ils se déplacent, puis utilisent les rennes qui tirent le traîneau, qui déplacent tous leurs biens. Puis au cours de plus ou moins d'une année, ils vont partir de la forêt, ils vont aller peut-être plus de 1000 kilomètres à l'océan Arctique avant de revenir ensuite l'automne. Donc, puis pour eux, la reine, c'est la nourriture. Ils prennent les peaux pour faire des vêtements, mais aussi, genre, c'est une mode de vie. C'est leur vie tout entière. Est-ce que c'est une grosse communauté ou on parle de combien de personnes environ? Bien, ceux qui appellent, c'est peut-être dans toute la Russie, quelques dizaines de milliers de personnes. Wow, c'est quand même assez... Ils sont éparpillés bien sûr toute la Russie. Donc, c'est toute une variété de... Bien sûr, maintenant, il y en a de moins en moins qui font de l'élevage direct. Il y a des pressions, bien sûr, avec plus ou moins la question de gaz naturel, les produits pétroliers. Il y a beaucoup de développement et ça met un peu de pression, mais quand même, pour eux, c'est pas juste pour faire de l'argent, c'est leur vie. C'est leur culture, ils vivent comme ça. Oui. Okay. Bon. Michel est auteur. Oui, en plus. Est-ce que c'est ton premier livre, Michel? Oui. Le livre, c'est Songs Upon the River. C'est disponible en ligne, pas mal n'importe où, Amazon, je ne sais pas quoi. Et c'est à quel sujet? Bien, la première chose qu'on voulait faire, c'est un petit peu dire l'histoire des États-Unis puis aussi du Canada, mais partir de ces francophones. Très souvent, il y a des petites traces. Donc, par exemple, il y a un corps d'haleine ici, il y a un Butte, Montana, là, par là. Donc, il y a ces petites traces. Oui, des petites miettes ici et là. Mais ce qu'on voulait faire, c'était de reconstruire le pain entier à partir des miettes qu'on peut parfois voir. Donc, c'est-à-dire de voir, au lieu de dire que très souvent c'est francophone, on les met en bas de page, on les mentionne en passant, mais personne n'a vraiment dit, bien, c'était quoi l'histoire, faire un peu ces liens pour raconter une histoire plus approfondie. Donc, on voulait raconter cette histoire, mais aussi en racontant cette histoire, c'était prévu que c'était l'identité canadienne, mais aussi l'identité, je dirais, canadienne métisse. Donc, par exemple, une des œuvres que j'ai trouvées peut-être ma citation préférée, c'est Alexis de Tocqueville, qui est très bien connu, mais il a écrit une œuvre qui s'appelle 15 jours au désert, où le désert, c'était la forêt. Puis il écrit, par exemple, il est à côté de la rivière, il attend son guide, puis il dit, oui, cet homme vient vers moi, il est habillé tout comme un Indien, il vient... plus ou moins me met comme les deux doigts sur l'épaule, puis il me dit, d'un français avec un accent normand, bien, mettez vos sacs là, mais faites attention, il y en a beaucoup ici qui se naillent. Puis de Tocqueville dit, je n'aurais été moins étonné si mon cheval m'aurait pris parole. Puis ensuite, Tocqueville lui disait, mais comment se fait-il que tu as cette apparence indienne? Mais que vous parlez français? Puis l'homme lui dit, bien, mon père était canadien, ma mère, oui, était indienne, puis moi, je suis un bois brûlé. Bois brûlé. Oui. Puis ensuite, de Tocqueville dit, oui, il y a cette population métisse qui couvre non seulement le nord du Canada, mais aussi, plus ou moins, la frontière des États-Unis. Puis c'est ça qu'on veut voir, c'est comment cette identité métisse, c'est plus que la rivière Rouge. C'est une identité que nous proposons, c'est une identité continentale où qu'on trouve cette identité de bois brûlé dans la région des Grands Lacs, mais aussi de l'autre bord, plus ou moins du côté Pacifique, où qu'on l'utilise aussi dans les années, au début des années 1800 pour décrire cette population d'origine mixte, métisse, qui se disent aussi bois brûlé. Est-ce que c'est enseigné aux États-Unis, cette histoire-là? Bien sûr, non. Non, hein? Non. Tu sais, très souvent, on les mentionne en passant, puis parfois même, à un moment donné, il y a plus ou moins cet historique, plus ou moins dans l'État de Washington, et on dit, par exemple, bien, on dit que Simon Plamondon, c'était le premier pionnier, mais on sème le doute. C'est comme, oui, peut-être, mais on ne va pas vraiment croire cette histoire-là. Donc, oh boy. Mais c'est arrivé comment que les francophones sont venus? Ça, c'était avant que les fermiers se sont établis dans l'Ouest. C'était quand même les coureurs de bois, mais comment est-ce qu'ils se sont
mélangé avec les populations autochtones du temps. Oui, parce que ce qui arrive, c'est que tu avais plus ou moins les colonies françaises, puis une fois même après la conquête, ces personnes qui habitaient là, ils n'ont pas disparu. Donc, et très souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils se déplacent. Donc, ils sont déjà là. Donc, par exemple, dans la ville de Détroit, c'était la ville de Détroit avant Detroit. La majorité des premiers habitants de cette ville, c'était des francophones. Et même lors de la guerre de 1812, il y a plus ou moins il y a une bataille que ça s'appelait la bataille de Frenchtown. Puis très souvent, on disait, faut pas oublier la rivière Raisin. Puis bien, ce qui arrive, c'est que tu avais deux groupes de francophones. Tu avais les francophones de Windsor, quand les Britanniques leur dit soit venez faire la guerre ou on peut peut-être pas prendre vos terres. Il y avait les francophones du côté de Détroit, donc c'était des frères, des cousins, des parents qui ont dû être obligés par les deux du gouvernement finalement à se battre. Mais ce qu'on voit, c'est on oublie cette histoire. Mais tranquillement pas vite, comme l'immigration plus anglo-américaine se poursuit, on rencontre toujours de plus ou moins ces traces, ces communautés, ces peuples francophones qui se déplacent aussi à leur tour de cette façon. Vers l'ouest. Vers l'ouest, c'est jusqu'à temps qu'ils sont rendus jusqu'à l'océan Pacifique. OK, c'est pour ça alors, qu'on en trouve partout. Les Métis, alors, c'est quand ces populations francophones qui étaient plutôt des hommes, se mariaient à des femmes autochtones. Mais comment est-ce que ça s'est fait, ça? Parce que c'est quand même des cultures assez différentes. Mais non? ce qui arrive, c'est un choix culturel qui se fait. Donc, par exemple, il y avait ce mariage. Les hommes, très souvent, comme on l'a, avec ce M. Cox, qui se retrouvait plus ou moins du côté pacifique, puis il décrit un homme qui a dit, il utilisait le mot half-breed, c'était le même métis, puis il dit, oui, ce M. Michel, il voulait se marier. La personne, la femme qui voulait se marier, c'était très jolie, il y avait un autre homme qui voulait le marier, puis il a dû aller parler à la parenté. Il a dû, pendant des mois, il a travaillé avec cette communauté. Il a dû aller, plus ou moins, faire l'effort pour que finalement, que ses oncles, que sa parenté disent, oui, on va lui laisser le choix et elle peut se marier à ce Pierre Michel. Donc, on oublie que c'était ces francophones, coureurs de bois ou autres, ils mettaient beaucoup d'efforts. Ils voulaient à la fois plaire plus ou moins à les épouses potentielles, mais aussi ils devaient s'intégrer dans la communauté, dans la famille, parce que c'était en s'intégrant dans les tribus où ils se trouvaient. Oui, en s'intégrant, ça donnait l'accès au territoire de chasse, mais en même temps, ils ne s'intégraient pas trop, parce qu'ils devaient quand même, s'ils s'intégraient entièrement, bien, les enfants deviendraient gris ou nez percé ou corps d'haleine. Donc, très souvent, ce qui arrive, c'est la différence, c'est comme un choix culturel pour dire, oui, c'est de notre parenté, mais on va vivre ici près du fort. Et c'est ici il y a vraiment l'émergence de cette identité autre, cette identité qui sera nommée métisse. C'est ça. Mais Michel, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et à tout le monde, un gros merci. Merci à nos bénévoles qui ont travaillé ce soir. Et on vous dit à la prochaine.